La journée d'hier a été une journée difficile, en particulier pour les habitants du nord du pays et du centre d'Israël. Une personne a été tuée dans le centre du pays, à Yehoud, par un missile balistique qui n'a pas été intercepté. Or Yehuda a également été touché. Des dégâts ont été recensés à Rishon LeZion et à Ramleh. Au total, 7 conseils régionaux et locaux ont essuyé des frappes iraniennes qui ont causé de très importants dégâts. Dans le nord, le Hezbollah continue à tirer des missiles et des roquettes et des drones contre le nord d'Israël, mais de manière bien plus sporadique que pendant les 2 nuits précédentes. Le porte-parole de Tsahal, le général Efi Defrin, a révélé hier que Tsahal avait éliminé depuis le début de l'opération en Iran près de 2000 officiers et soldats iraniens et en avait blessé plusieurs milliers d'autres. Selon lui, l'armée dispose encore de très nombreuses cibles en Iran. Nous poursuivons nos attaques contre toutes les infrastructures stratégiques du régime, a-t-il dit. Le général Efrin a révélé également que Tsahal avait totalement détruit les escadrilles d'avions cargo de l'armée iranienne, 16 au total, et c'est un point important car ce sont ces avions qui acheminaient les armes d'Iran vers les proxys, en particulier vers le Hezbollah au Liban. Et puis Tsahal a frappé hier le centre de commandement des drones iraniens qui est commandé par les gardiens de la révolution. Dans la soirée, Tsahal a lancé une seconde vague de raids aériens contre des cibles iraniennes. Difficile de suivre et de comprendre les messages que le président Trump a fait passer au cours des dernières 12 heures à propos de la durée de la guerre et de ses objectifs. Tout d'abord, le président a déclaré dans une interview à CBS que la guerre allait se terminer prochainement. Les rédactions aux États-Unis ont immédiatement amplifié ses propos, ce qui par la suite a contraint le président à les nuancer. Lors d'une conférence de presse qui a suivi, il a précisé que la guerre ne se terminera pas cette semaine, mais très prochainement. Le président a également déclaré « La guerre se terminera prochainement lorsque nos objectifs auront été atteints. Nous sommes en train de vivre clairement, de vaincre clairement et nous devançons les plans que nous nous sommes fixés », a dit le président américain. Si nous n'avions pas détruit le nucléaire iranien en juin dernier, Israël aurait été détruite et l'Iran aurait pris le contrôle du Moyen-Orient, dit Donald Trump. Le président a également défini ce qu'il appelait succès de guerre. Pour lui, ce sera lorsque les Iraniens ne chercheront plus à se doter de l'arme nucléaire ou cesseront de produire les armes qui pourraient servir contre les États-Unis ou contre Israël. Des propos qui, il faut bien l'avouer, pourraient faire grincer des dents à Jérusalem puisqu'ils n'incluent plus le changement de régime à Téhéran. Et enfin, le président Trump s'est fait menaçant dans le dossier du pétrole. Il a mis en garde les Iraniens de ne pas attaquer des cargos dans le détroit d'Ormuz. Sinon, a-t-il dit, ils ne s'en remettront jamais. Enfin, à propos des prix du pétrole, le président a affirmé qu'il veillait à ce que la production de pétrole se poursuive. D'ailleurs, après la conférence de presse, le prix du baril a baissé et il est repassé en deçà des $100. Cependant, les menaces américaines ne semblent pas impressionner les Iraniens. Le porte-parole des gardiens de la révolution a déclaré que si les attaques américaines se poursuivaient, le détroit d'Ormuz resterait fermé. Réaction immédiate de Trump, nous allons durcir nos attaques. Le dossier libanais maintenant. Hier, le Premier ministre libanais avait proposé à Israël d'entamer des négociations sur un cessez-le-feu. Il s'avère que la réalité est plus complexe. En fait, ce n'est pas le Premier ministre libanais lui-même qui veut négocier, mais bien le Hezbollah qui aurait fait passer des messages en ce sens au Premier ministre via Nabih Berri, le président du Parlement libanais et le chef de la milice Amal chiite. Visiblement, cet appel est le reflet de la détresse du mouvement terroriste qui ne peut plus compter sur le soutien de son mentor iranien. En Israël, on hésite ouvertement, on explique on exprime une forme de scepticisme face à cette proposition. Concrètement, on étudie la proposition du Hezbollah parce que concrètement, on y voit là une occasion de séparer le mouvement chiite du régime iranien. L'armée israélienne poursuit ses raids intensifs au sud Liban et à Beyrouth contre les infrastructures du Hezbollah. Au total, ce sont plus de 700 cibles du Hezbollah qui ont été frappées par l'armée depuis le début de la guerre. Et parmi ces cibles, plus d'une centaine qui ont frappé la force Radwan, la force d'élite du Hezbollah. L'armée de l'air a poursuivi également ses raids à Beyrouth, dans le quartier de la Daria. Et puis sur le terrain, les forces israéliennes de la 7e brigade blindée ont utilisé des méthodes inédites pour neutraliser des infrastructures terroristes au sud Liban. Et puis justement, hier se sont déroulées au cimetière de Shlomi les obsèques du sergent-chef Or Demri. Le sergent-chef Demri a été tué avant-hier au sud Liban lors du même accrochage qui a coûté la vie au sergent-chef druze Maher Khatar de Majel Shams. Les 2 soldats appartenaient à une unité du génie militaire. Ils étaient venus au sud Liban à bord d'un D9 pour secourir un blindé israélien. Ils ont été frappés par un missile tiré par le Hezbollah. Le sergent-chef Demri avait 20 ans. Il s'était porté volontaire pour servir dans une unité de combat. Que son souvenir soit béni. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Eh bien, nous avons le plaisir d'être ce matin en ligne avec Aryeh Betito. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le responsable du département de l'Aliyah et de l'intégration à Naharia pour l'association Lech Lecha qui s'occupe justement de l'Aliyah des Juifs de France en Israël. Et avec vous, je voudrais que l'on fasse le point sur tout simplement comment vous avez passé la nuit. Est-ce qu'il y a eu plusieurs alertes qui vous ont empêché de dormir, de vous reposer parce que les 3 derniers jours, les 3 dernières nuits ont été particulièrement difficiles à Naharia, n'est-ce pas ? Oui, exactement, Daniel. On a passé notre première nuit calme. On a redécouvert un peu le sommeil qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs jours maintenant, puisque c'est vrai que les derniers jours ont été très très agités, les nuits aussi, surtout bien sûr. On n'a pas beaucoup dormi, on était très régulièrement dans les abris. Donc voilà, c'était une première nuit relativement calme. On espère que ça va continuer ainsi, mais bon, voilà, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et on est inquiet quant à ce qui va se passer, dans le sens où on espère qu'on va pouvoir terminer le travail, que ce soit au Liban ou en Iran. Et voilà, on espère vraiment qu'on va nous laisser faire cette fois-ci. Alors on va voir, et qu'on pourra aller où. Alors je vais vous demander plus tard ce que ça veut dire terminer le travail. Avant ça, je voudrais avoir des nouvelles des habitants de Naharia, en particulier des francophones qui sont nombreux à Naharia, qui se sont installés ces dernières années, entre autres grâce à vous, à Naharia, qui est la plus grande ville, il faut le dire, du nord d'Israël, de l'extrême nord d'Israël. Comment la population a vécu ces dernières nuits, ces dernières journées de guerre ? Malheureusement, la population, maintenant depuis plus de 2 ans de guerre, est habituée. C'est malheureux à dire, mais on est habitué à cette situation. Donc on est organisé, chacun sait ce qu'il a à faire pour protéger sa vie, bien évidemment. Et on a la chance d'avoir une communauté extrêmement bien structurée, extrêmement bien organisée, avec plusieurs synagogues françaises, un Beth Rabad, et donc une vie sociale et active, très active. Et donc, effectivement, les gens s'entraident. Il y a une grosse entraide dans la communauté. Les personnes qui n'ont pas de mamad sont invitées chez les personnes qui en ont. Il y a quand même des filotes, des prières qui s'organisent chez les Français dans les synagogues francophones. La vie suit son cours dans une situation d'urgence et compliquée. Le gros problème étant que les enfants n'ont pas d'école. Et ça, c'est difficile pour les parents. Ça empêche bien sûr de travailler. Les enfants sont excités. C'est compliqué de les maintenir à l'intérieur des journées entières. Alors on sort avec parcimonie quand on le peut, quand on le sent, en restant proche des abris, proche des maisons. Voilà comment s'agence à peu près la vie. Quand on veut faire des courses, on y réfléchit à 2 fois et puis on fait le plus vite possible pour pas être trop longtemps dehors. Voilà à peu près le rythme de vie, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une ville d'abord protégée, c'est vrai, et d'avoir une communauté quand même très 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 vive, très active, qui fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà. Alors, je reviens sur ce que vous nous disiez à l'instant, c'est-à-dire aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui à Naharia de la part du gouvernement ? Parce que on l'a pas oublié, il y a plus d'1 an, il y a eu un cessez-le-feu qui a, on va dire, apaisé la tension sur le nord, mais qui n'a pas résolu tous les problèmes. Qu'est-ce que la population de Naharia attend aujourd'hui du gouvernement ? La création, par exemple, d'une zone de sécurité qui sépare, on va dire, la menace du Hezbollah, même si celle-ci s'est atténuée, du territoire israélien ? Malheureusement, il n'y a pas de solution qui soit réalisable et qui soit parfaite. J'entends par là que bien sûr une zone de tampon, ça serait bien sûr bien pour nous. Ça permettrait de faire reculer le Hezbollah, ça nous permettrait de gagner quelques secondes sur les alertes, mais ça ne résoudrait pas le problème et ça mettra en danger si c'est fait nos jeunes militaires qui seront sur le terrain en permanence. Donc ce n'est pas non plus une solution parfaite, c'est une solution temporaire, c'est une solution qui coûte en temps, en matériel, en argent et en vie humaine. Mais bon, voilà, ça réglerait peut-être un problème temporairement. Pour moi, ce que j'entends par régler le problème définitivement, c'est un idéal, parce qu'on sait bien que cet idéal-là, il est très compliqué à réaliser. C'est aboutir au désarmement complet du Hezbollah et faire en sorte qu'elle ne soit plus qu'un mouvement politique au sein du Liban, mais qu'elle n'ait plus la puissance de nuisance physique dont elle dispose aujourd'hui, parce qu'il faut savoir quand même que je l'ai
l'ai su encore hier par un de nos habitants de la frontière libanaise, le Hezbollah n'envoie pas que des roquettes et des drones, ils envoient aussi des missiles. Oui. Donc ils sont encore équipés. Et voilà. Et comme je le dis souvent, pour arriver à désarmer un mouvement de plusieurs dizaines de milliers de personnes au sein d'une société libanaise, il faudrait rentrer dans chaque maison pour les fouiller et en extraire les armes. C'est quelque chose d'impossible techniquement à faire. Donc on a bien conscience que si les Libanais eux-mêmes ne prennent pas leur destin en main, mais pour ça il faut qu'ils soient aidés par les instances internationales et la France en particulier, qui est leur grand ami, il faudrait armer l'armée libanaise, la former, lui permettre d'aller chercher auprès du Hezbollah les armes manquantes, enfin restantes. Alors voilà, ça c'est un vœu pieux, bien sûr. Pour l'instant, on en est loin, et donc on voit pas le bout du tunnel concrètement. Alors oui, on peut taper, on peut faire des bombardements en allant le plus possible vers le nord du Liban, ou le nord-est en particulier. Mais ça ne règle pas fondamentalement le problème. Alors, je sais, franchement, on est un peu dans l'expectative, et puis on est surtout aussi très inquiet quand on entend des déclarations de Donald Trump qui dit que il a pratiquement terminé ses objectifs de guerre. Ça fait peur. Ça fait peur. On s'arrête trop tôt, comme d'habitude. Alors, ma dernière question, Arié, ça sera justement aux ceux des Olim qui sont arrivés, on va dire peut-être l'été dernier, qui n'ont pas encore connu, on va dire, les difficultés de la guerre, les alertes rouges. Comment réagissent-ils, ceux qui, pour la première fois, ont assisté à ces alertes depuis le début de la guerre? Alors notre rôle d'abord, c'est de les accompagner, bien sûr. En tant que programme d'Aliyah Al-Lecha, on prend en charge nos Olim avant, pendant et après l'Aliyah. Et donc moi, je suis en contact en particulier avec les derniers arrivants de ces derniers mois, ou de ces dernières semaines d'ailleurs, pour savoir si tout va bien pour eux et si on peut les aider de quelque façon que ce soit. Bien sûr, à vivre des moments qui sont complètement nouveaux pour eux. Le fait de descendre aux abris ou de courir, d'avoir 15 secondes pour aller s'abriter en cas d'alerte. Alors bien sûr, c'est pas évident, surtout en plein milieu de la nuit. Mais en fait, réellement, c'est là qu'intervient la communauté francophone, et c'est là qu'il est intéressant d'avoir pu créer ces dernières années une grosse communauté francophone, parce que bien sûr, la mairie fait son travail, informe, aide au mieux, mais c'est là que la communauté va structurer les choses autour des nouveaux Olim, et vraiment, comme je vous le dis, l'entraide, la chaleur humaine, le chesed, comme on dit en hébreu, est tellement fort ici que ces personnes qui viennent d'arriver ne se sentent pas seules. Elles ont toujours quelqu'un vers qui se tourner, elles sont invitées chez les gens, et j'ai été étonné de voir des personnes arriver il y a seulement quelques semaines et qui, malgré la guerre, malgré les alertes, sortaient parce qu'ils étaient invités à Shabbat, ont été invités à dormir chez des personnes qui avaient des mamades alors que eux n'en avaient pas. Enfin vraiment, on voit des personnes plutôt sereines. Alors bien sûr, c'est pas une situation agréable à vivre, mais ça se passe vraiment bien. On est plutôt bien malgré la situation, évidemment. Eh bien, oui, effectivement, on va rester sur cette note optimiste de votre part, Arié Betito. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous souhaite de passer des journées, des nuits sereines à partir de maintenant dans ce conflit. Bonne journée, à bientôt. Merci encore, Arié. Bonne journée à vous. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eddie Cohen. Eddie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voudrait bien entendu faire avec vous, qui êtes un expert du dossier libanais, le point sur ce qui se passe actuellement au Liban, au sud Liban en particulier. Est-ce que vous avez des informations sur une présence massive de forces israéliennes qui seraient au sud Liban plus qu'au cours des derniers jours? Je n'ai pas, même si je sais, on peut pas parler de trucs comme ça pour des raisons de sécurité. Mais je peux vous dire, il y a un an, j'étais avec vous et on a parlé du Hezbollah et de l'accord du feu, cessez de feu. Je vous ai dit que c'est un accord qui n'était pas bon. Et justement, on voit aujourd'hui Israël et Hezbollah en train de se battre. Et Hezbollah ne veut pas se débarrasser de ses armes, et ça continue, rebolote chaque année, Israël contre Hezbollah. Maintenant, les Libanais, le gouvernement libanais, elle a pris une initiative, il y a une initiative de faire des pourparlers directs entre le Liban et Israël. Ça, c'est quelque chose de nouveau,
parce que eux aussi, le gouvernement, les Libanais, ils ont marre de Hezbollah, ils veulent trouver une sortie de ce pétrin-là. Alors, comment on peut trouver une sortie de ce pétrin-là? On va revenir sur ces discussions, effectivement, parce que certains parlent même d'un possible accord de paix entre les deux pays. Mais avant ça, comment on peut se sortir de ce pétrin? Comment, concrètement, quel élément on peut rajouter à l'équation actuelle, à savoir que l'armée libanaise, elle n'est pas capable de désarmer le Hezbollah. Le gouvernement, même s'il le veut, il ne le peut pas. Et le seul qui est capable, apparemment, c'est Israël. Oui, mais justement, on peut faire un peu par ici et un peu par là. C'est-à-dire, je m'explique, le gouvernement libanais devrait indiquer ou considérer le Hezbollah comme organisant terreur. Si le gouvernement libanais il fait ça sans faire une guerre civile, ça peut être très bien pour les Américains et pour Israël. Ça va donner légitimité internationale, légitimité arabe pour Israël de combattre le Hezbollah. Mais les Libanais, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent donner quelque chose. Ils ne peuvent pas toujours attendre que Tsahal fait le travail. On sait très bien que le gouvernement est faible. On sait très bien que le gouvernement ne veut pas une guerre civile. Mais est-ce on va sacrifier nos enfants pour ce gouvernement qui ne veut pas se battre? Le gouvernement libanais doit faire quelque chose. Alors, est-ce que vous voyez le gouvernement agir? Est-ce que véritablement le président Joseph Aoun lui-même est prêt à aller véritablement vers des négociations qui seraient concrètes avec Israël et qui permettraient d'aller jusqu'au désarmement du Hezbollah? Écoutez, moi, j'y crois pas en coïncidence. Moi, j'y crois pas en coïncidence. Je vous explique. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on entend que les Libanais, ils veulent des pourparlers directs. Pourquoi, après 40 ans, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Il faut se poser la question. Alors, pourquoi pas la semaine dernière? Pourquoi pas l'année dernière? Parce que le Hezbollah va être... ils ont beaucoup de problèmes, ils n'ont pas de munitions, ils sont arrivés à une impasse et ils veulent que le gouvernement libanais le sauve. C'est pour cela je dis que c'est une sorte de magouille pour dire ok, on veut faire des pourparlers, mais à condition un cessez-le-feu. C'est-à-dire tout ce pourparler, c'est pour sauver le Hezbollah exactement comme il y a eu l'année dernière. Mais c'est contradictoire, Eddy. C'est contradictoire. D'un côté, vous nous dites que le gouvernement libanais veut la fin du Hezbollah. De l'autre côté, vous dites qu'il veut essayer de le sauver, lui donner une bouée de sauvetage. Non, le gouvernement libanais, il veut pas rentrer dans une guerre. Je dis, ils doivent faire ça. Ils doivent considérer le Hezbollah comme organisation de terreur. Mais ils collaborent encore. Parce que l'armée libanaise et les Joseph Aoun, ils veulent pas la guerre. Et c'est pour cela, je crois que ça, c'est l'idée de Hezbollah. Ok. Dites aux Israéliens que que vous voulez faire des pourparlers directs à condition qu'ils font un cessez-le-feu. Alors, je vais vous poser la question. Finalement, les Américains, ils semblent être relativement absents de ce dossier. C'est-à-dire, pourquoi les Américains ne sont pas plus présents dans cette confrontation? Ils étaient là. Et il y a quelques mois, ils ont reçu aussi le chef de l'armée libanaise. Ils ont vu que les Libanais, ils ne veulent pas considérer Hezbollah une organisation de terreur. Ils ont prévenu les Libanais. Moi, je sais très bien ça. Les Américains, ils ont dit aux Libanais, il faut désarmer Hezbollah. Ça fait 1 an qu'ils disent ça. Et les Américains, ils l'ont prévenu. Si vous ne faites pas ça, moi, je suis en dehors. Vous faites affaire avec les Israéliens. Et c'est exactement ce qui se passe. Les Américains out, Israël
in. Et c'est ce qui se passe. Les Américains, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent rien entendre. Et laissez-vous, débordez-vous avec les Israéliens. Alors pour terminer, Eddie, je voudrais vous demander une sorte de pronostic. Comment vous voyez les prochaines semaines? Moi, je pense que la guerre, ça va continuer entre Hezbollah. Écoutez, Hezbollah, pour lui, c'est une guerre sainte, c'est un djihad. Et peut-être Ali Khamenei, il a écrit le testament qu'on dit pour continuer cette guerre-là. Donc, il ne va pas arrêter. Israël commettra une faute s'il va arrêter. S'il y aura un accord, un autre accord avec Hezbollah, aussi c'est une faute, parce que organisation de terreur, il faut massacrer, il faut tuer cette organisation de terreur. Il n'y a pas un accord. Il ne peut pas faire des accords avec eux. On a vu ça. On a fait il y a un an. Et pourquoi Hezbollah a tiré les 6 missiles il y a une semaine? Pourquoi? On n'a rien fait. Alors, au Liban. Oui, vous voyez, on n'a rien fait pour les Libanais. C'est parce qu'on a tué le Ayatollah Ali Khamenei. Alors justement, et ça sera vraiment ma dernière question, la chute du régime iranien, ça peut calmer les ardeurs du Hezbollah ou même ça l'empêchera pas de continuer? Non, ça va. Écoutez, on sent maintenant comment le Hezbollah a été affecté par la chute du régime syrien. Oui. Il n'a pas la même liberté. Il y a 500 000 réfugiés chiites. Ils n'ont pas où aller. Avant, ils allaient chez le régime Assad qui ouvrait la porte. Maintenant, ils sont encerclés à Beyrouth. Ils dorment, les chiites, ils dorment dans la rue, dans les voitures. Et après la chute du régime iranien, ça va étouffer Hezbollah. Ni de l'argent, ni de munitions, ni soutien. Écoutez, il n'y a personne qui soutient Hezbollah, juste la République iranienne. Si la chute, si le régime, il n'y aura pas de régime, personne ne va l'aider, il sera isolé complètement. On l'a bien compris. Merci beaucoup, docteur Eddie Cohen, de nous avoir expliqué ce dossier libanais qui est complexe, effectivement, dans la guerre que mène l'État d'Israël contre le régime iranien en particulier. Merci beaucoup, Eddie, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous, Daniel. Les quotidiens et les sites d'information israéliens mentionnent ce matin en évidence et en manchette la déclaration plutôt inattendue d'hier soir sur la fin de la guerre qui approcherait de Donald Trump, alors que la veille, son secrétaire d'État américain Pete Hegseth avait parlé d'un conflit de plusieurs semaines. Donald Trump a donc annoncé hier soir presque solennellement que la guerre était presque terminée. Le Yediot Aharonot le mentionne en manchette, tandis que le Israël Hayom, lui, se contente de reprendre ses propos en sous-titres et de consacrer sa manchette à une exigence que le président américain pourrait avancer de la part de Mojtaba Khamenei, celle d'accepter les conditions d'une reddition de l'Iran en échange de l'arrêt des bombardements. Le Yediot Aharonot souligne que la déclaration de Donald Trump sur une fin proche du conflit a fait baisser les prix du pétrole qui avait grimpé dans la journée. Le Citoyennet parle en titre de message contradictoire du président qui serait surpris de constater que le régime iranien n'a pas déposé les armes à la suite des opérations militaires conjointes israélo-américaines. Ses conseillers lui suggéreraient actuellement de trouver une voie de sortie pour la confrontation. Et face à ces incertitudes ou à ces déclarations parfois contradictoires, le général Tzvika Chaïmovitch tente dans le Israël Hayom de nous projeter vers l'après-guerre. Il reconnaît que tant côté israélien que côté américain, on parle de victoire face aux Iraniens, mais il admet que l'opération actuelle ne ressemble pas du tout à celle de juin dernier. La République islamique, écrit-il, est durement touchée par les bombardements israélo-américains, mais pourtant elle ne manifeste pas encore de signes véritables de fracture et encore moins de reddition. Selon lui, il faut donc définir clairement la différence à faire entre victoire et succès militaire et
Toujours selon lui, si même les conditions d'un remplacement de régime existent, il pourrait tout de même s'écouler encore beaucoup de temps avant que le régime iranien actuel ne soit remplacé. Quant à Ronen Bergman dans le Israel Hayom, il redoute un piétinement dans les opérations israélo-américaines et affirme « Plus on avance dans l'opération actuelle, plus on comprend que l'on nous a dupés en juin dernier et qu'il reste encore suffisamment d'uranium enrichi pour au moins 10 bombes qui seraient enterrées quelque part en Iran ». Et puis il y a le front libanais qui reste toujours très actif et malheureusement aussi très douloureux. Les quotidiens et les sites d'information nous montrent ce matin en première page la photo du sergent-chef Or Demri, 20 ans, du Moshav Liman dans le nord d'Israël. Or était soldat dans le génie militaire. Il a été tué avant-hier au sud Liban par le même missile qui a tué le combattant druze Maher Khatar. Ses obsèques se sont déroulées hier soir dans le cimetière de Shlomi. L'armée enquête sur les circonstances exactes de cette attaque. Ben Dror Yemini, lui, paraît optimiste ce matin à propos de l'avenir du nord du pays. C'est du nord que viendra l'espoir, écrit-il en titre de son éditorial. Ben Dror Yemini décrit le mépris grandissant des Libanais pour le Hezbollah qui détruit leur vie et il affirme que ce mépris conjugué avec une atteinte fatale contre le régime iranien réveille l'espoir que cette fois-ci les choses vont changer et que finalement ce merveilleux nord d'Israël entrera dans une période de calme et de sérénité. Mais il admet aussi que celui qui veut comprendre pourquoi le Hezbollah continue à tirer sur Methoula et sur le nord d'Israël doit se rendre à l'évidence. Seule la haine d'Israël est en train de le guider. Nadav Eyal, toujours dans le Yediot Aharonot, n'est pas aussi optimiste que Ben Dror Yemini ce matin. Il parle de bourbier libanais version 2026 et il dit clairement « Si Tsahal a un plan d'action pour démanteler le Hezbollah, alors il faut que l'opinion publique sache qu'il s'agira d'une véritable guerre qui impliquera la conquête de vastes territoires au sud Liban et qui pourrait se prolonger sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années. Pourquoi ? Eh bien parce que le Hezbollah n'a rien à perdre, parce qu'il fera tout pour embraser le Liban ». Fin de citation. Dans le même ordre d'idées, Idan Avni dans le Israel Hayom tente d'analyser ce que sera le sud Liban à l'issue de la guerre. Et selon lui, Tsahal s'achemine vers la création d'une véritable zone de sécurité qui irait de la frontière internationale jusqu'au fleuve Litani, 20 à 30 km plus au nord. Une zone qui serait exempte de toute présence du Hezbollah et qui permettrait enfin aux habitants des localités frontalières d'Israël de vivre en toute sécurité. Pour le général Asher Ben Lolo, ce sont les soldats israéliens qui doivent se trouver entre le Hezbollah et la frontière, pas des agriculteurs. C'est également l'avis du lieutenant-colonel Itamar Etam qui considère que l'affaiblissement du régime à Téhéran, conjugué avec la destruction massive des biens du Hezbollah au Liban, doivent compléter le tableau et modifier l'équilibre stratégique au pays du Cèdre. Le Israel Hayom nous brosse ce matin en première page et en page intérieure un portrait du nouveau guide suprême Mortaba Khamenei. Le Israel Hayom parle de Mortaba comme d'un homme de l'ombre qui a été propulsé au sommet de la hiérarchie religieuse iranienne alors qu'il n'a pas lui-même les compétences nécessaires d'ayatollah, de titre d'ayatollah pour devenir guide suprême. Il n'a jamais eu de fonction officielle autre que celle d'être le fils de son père, mais cela ne l'a pas empêché de s'enrichir et de détenir, selon les estimations, quelques 3 milliards de dollars dans quelques banques britanniques. Sur le plan idéologique, Mortaba Khamenei serait même plus radical que son père. Les gardiens de la révolution, qui ont été à l'origine de sa nomination, le qualifient d'expert militaire. Et au bout du compte, une question demeure, est-ce que Mortaba est en bonne santé ou bien est-ce qu'il est grièvement blessé et qu'il a été blessé lors du raid qui a coûté la vie à son père et à une partie de sa famille? Dans son analyse du personnage, Shahar Kleinman fait remarquer que la révolution iranienne de Khomeini voulait briser la dynastie du Shah et elle se retrouve finalement au bout du compte avec la dynastie Khamenei. Et dans le Yediot Aharonot de ce matin, enfin, Tzachi Hanegbi affirme que le sort de Mortaba Khamenei sera tôt ou tard semblable à celui de son père. Et puis pour terminer, en marge de l'actualité de guerre, les sites d'information israéliens continuent de parler d'une grâce présidentielle pour Binyamin Netanyahou, en particulier après les propos sans équivoque du président Trump. Cependant, pour que la démarche d'une grâce présidentielle puisse aller de l'avant, il a été décidé hier de retirer le dossier du ministre de la Justice Yariv Levin et de le confier au ministre Amichai Eliyahu, motif afin d'éviter les conflits d'intérêts. Le ministre Eliyahu a déjà plus d'une fois été sollicité pour traiter de dossiers que le ministre de la Justice ne pouvait pas traiter justement à cause de ces conflits d'intérêts.
C'est la fin de cette revue de la presse. Les opérations militaires israélo-américaines contre l'Iran des Mollahs ont une fois de plus apporté la preuve que la plupart des pays de l'Europe occidentale, hormis l'Allemagne, ont littéralement la main qui tremble quand il s'agit d'apporter leur soutien à une offensive contre l'islam irrédentiste. C'est particulièrement le cas de l'Espagne comme du Royaume-Uni et plus encore de la France. En effet, dès les premiers jours de la guerre contre l'Iran, et alors que les combats faisaient rage dans le ciel de Téhéran, avec comme objectif de chasser du pouvoir le régime dictatorial et sanguinaire des Mollahs, on a vu les dirigeants de ces trois pays refuser tout bonnement leur soutien logistique aux États-Unis et appeler aussitôt à une urgente solution diplomatique, ce qui n'est en fait guère surprenant quand on a en mémoire la longue série de résolutions anti-israéliennes en tout genre, systématiquement initiées à Bruxelles depuis 3 décennies par ces pays, au sein de toutes les instances européennes. En ce qui concerne l'Espagne, on a vu ainsi le Premier ministre Pedro Sánchez condamner la guerre en Iran en déclarant le 6 mars dernier qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une erreur extraordinaire et que cette offensive bafouait le droit international. Conséquence de cette position ô combien digne et courageuse, modifiée par le pacifisme bêlant de l'extrême gauche ibérique, l'Espagne devait annoncer avoir refusé l'accès aux États-Unis à leur base militaire située en Andalousie. Une décision ensuite confirmée par le gouvernement espagnol qui a tenu à démentir catégoriquement toute intention de collaborer avec Washington, notamment après les déclarations de la Maison-Blanche annonçant une volte-face espagnole. En fait, il n'est guère étonnant de voir Madrid prendre le contre-pied de l'Amérique et de l'État hébreu en disant non à la guerre, après que Sanchez ait lui-même publiquement stupéfié Jérusalem et Washington en exprimant, voilà quelques mois à propos de la situation à Gaza, son regret, je cite, que l'Espagne ne possède pas l'arme atomique pour contraindre Israël. Fin de citation. Même autisme de la part du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui même après que l'Iran ait attaqué à Chypre une base du Royaume-Uni, a répété que son pays, je cite, non initialement engagé dans ce conflit, se bornerait à des actions seulement défensives. Fin de citation. C'est ainsi que suite aux attaques et aux bombardements réitérés de l'Iran contre les pays du Golfe, et alors qu'il avait auparavant dénié tout accès des avions de guerre américains à la base de Diego Garcia, un territoire britannique de l'océan Indien utilisé par la Royal Navy, pourtant loué de longue date à l'US Navy, Starmer a daigné envoyer à Chypre, en tant que mesure défensive, a-t-il précisé, un seul et unique navire de guerre de sa gracieuse majesté, lequel n'arrivera d'ailleurs pas sur place avant la fin de cette semaine. Autant de prises de position hautement audacieuses qui lui ont valu une déclaration lapidaire et colérique, mais très à propos, de Trump, disant que, je cite, Starmer n'était décidément pas Churchill. Mais la palme de ces continuels défilements européens et de ce défaitisme faussement moral, hostile à toute épreuve de force contre le fanatisme islamique, revient une fois de plus à la France d'Emmanuel Macron, qui, regrettant, je cite, que l'attaque contre l'Iran ait été menée en violation du droit international, a aussitôt appelé au 4e jour de l'offensive israélo-américaine, je cite, à une désescalade, un arrêt immédiat des frappes contre l'Iran et une reprise du processus diplomatique. Et ce, sans dire un seul mot de l'illégalité flagrante du régime iranien, actuel fusilleur en masse de son propre peuple et bafoueur de tous les droits de l'homme au regard de ce même pseudo-droit international, d'ailleurs invoqué unilatéralement par Paris contre Israël. Dans la même veine, Macron a utilisé presque les mêmes mots pour condamner l'offensive actuelle de Tsahal au Liban contre le Hezbollah pro-iranien, après que la milice chiite aux ordres de Téhéran ait décidé de reprendre massivement ses tirs de roquettes et de drones contre Israël en soutien avec l'Iran. Se prenant une fois encore pour le défenseur paternaliste du Liban et dédaignant tout droit de légitime défense à Israël dont la population est une fois encore agressée par ces tirs terroristes, le président français devait déclarer dans la plus pure tradition de la politique pro-arabe défendue depuis 6 décennies par le Quai d'Orsay, cette offensive israélienne est une erreur stratégique. Israël doit respecter le territoire libanais et sa souveraineté. Fin de citation. Complètement détaché des réalités de terrain proche-oriental et des données de base sur la situation au pays du Cèdre, l'entourage de Macron devait ensuite enfoncer le clou en affirmant, je cite, qu'une opération militaire terrestre de Tsahal au Liban minerait la légitimité du gouvernement libanais à agir contre le Hezbollah et pourrait même accroître la popularité de cette organisation terroriste. Fin de citation. Alors qu'au contraire, l'opération actuelle de l'armée israélienne, qui n'en est qu'à sa première phase, a précisément pour but de pousser le gouvernement de Beyrouth à agir plus efficacement contre
contre le Hezbollah, lequel est de plus en plus exécré par une majorité grandissante de la population libanaise. Or, il faut bien comprendre que toutes ces déclarations et prises de position françaises critiquant la guerre menée simultanément par Israël contre les irrédentistes islamistes d'Iran et ceux du Hezbollah ne sont pas seulement motivées par le constant souci sociopolitique de l'Élysée de ménager la forte population musulmane qui réside en France et de prévenir tout débordement de la rue arabe qui pourrait déferler violemment des banlieues entourant les grandes villes de l'Hexagone. Elles prennent racine, ces déclarations et ces prises de position, dans la profonde et ancestrale détestation d'Israël qui depuis si longtemps anime au cœur du vieux continent une partie de la classe dirigeante française et européenne. Ce que le socio-psychologue et linguiste français Jean-Claude Milner avait déjà analysé et stigmatisé voilà presque 2 décennies dans son remarquable ouvrage paru en 2007 intitulé « Les penchants criminels de l'Europe démocratique ». C'est d'ailleurs cette même détestation anti-israélienne et antisémite de structures ancrées au sein du leadership européen qui, entre autres, avait fait prononcer Emmanuel Macron en février 2025, voilà un an, lors d'une réunion de l'Union européenne sur des questions de défense tenues à Bruxelles, soit environ un mois après son retour de l'une de ses visites au Liban, cette petite phrase qui en fait en dit très long. Et qu'a-t-il dit ? Il faut absolument empêcher Israël d'être trop puissant au Moyen-Orient. Fin de citation. Comme s'il était incompréhensible et insupportable pour certains dirigeants européens que le peuple d'Israël, enfin redevenu souverain sur sa propre terre après 2000 ans d'exil, puisse se battre avec conviction pour la défendre, en menant de surcroît des guerres victorieuses. Ravi, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On espère que vous avez passé une nuit relativement calme dans le nord de Tel Aviv où vous vous trouvez. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Et ce matin, mes questions, elles sont dirigées sur le président Trump parce que vous allez essayer de nous aider à mieux comprendre ce que dit le président Trump, ce que l'on peut interpréter, ces différents changements d'appréciation. Donald Trump qui hier, en début de soirée, a dit la guerre est en train de se terminer, est très proche, la fin de la guerre est très proche. Après, il s'est un petit peu rétracté, il a dit ça ne sera pas cette semaine et on ne sait plus trop sur quel pied danser. Puis surtout, il a fait une déclaration qui a de bonnes raisons d'inquiéter les dirigeants israéliens parce qu'il a dit lorsque nous aurons atteint nos objectifs, la guerre se terminera. Les objectifs, c'est en fait de veiller à ce qu'il n'y ait plus de menaces de la part de menaces nucléaires de la part des Iraniens. Il a plus parlé de changement de régime. Vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce que fait le président Trump là actuellement ? Bien, Daniel, je vais faire tout mon possible, comme toujours. Mais vous savez, interpréter les paroles du président Trump, c'est pas toujours facile, car, comme vous l'avez si bien dit, en l'espace d'une heure, il a dit une chose et l'autre. Il a eu de bonnes déclarations et il a eu aussi des déclarations qui ont fait lever un sourcil. Alors, je crois que Trump, il faut le juger d'après ses actions et pas d'après ses déclarations, parce que dans ses déclarations, il dit ce qui lui passe par la tête au même moment, et puis après, il consulte ses conseillers, et il reçoit des reports sur les progrès de la guerre, et il décide tout seul. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre toutes les mesures que si par hasard, Trump déciderait de terminer l'opération dans quelques jours, ce qui ne permettrait pas de compléter complètement le travail, il faut essayer, à mon avis, de faire le maximum dans les jours à venir. Il faut que nos forces aériennes, inlassablement, se déplacent en Iran et détruisent tout ce qui peut servir d'infrastructure militaire, nucléaire, balistique, etc., etc., etc. Parce qu'on ne sait pas vraiment combien de temps on a. On peut avoir 3 jours, on peut avoir 3 semaines. Mais il faut travailler comme si on avait 3 jours. Et nos pilotes qui font un travail énorme, vous savez, il y a des pilotes qui font 3 sorties par jour en Iran.
vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 fois faire des trajets d'1h30, aller-retour, 1h30 aller, 1h30 retour. Pendant ce temps, bombarder, reposer l'avion, retourner en Iran. C'est un travail titanesque. Mais il faut le faire, car justement, et spécialement après cette conférence de presse, nous ne savons pas exactement combien de temps nous avons. Alors, et qu'est-ce que vous dites par rapport à l'objectif de guerre? Là aussi, on a le sentiment qu'il est influencé par certains de ses conseillers et que l'objectif de guerre, ce n'est plus de renverser le régime, mais c'est peut-être simplement de neutraliser les menaces qui pourraient peser sur Israël. Daniel, je suis moi-même sceptique sur les possibilités de renverser le régime. Et vous avez vu hier que les Iraniens ont nommé Mujtaba Khamenei, le fils de Ali Khamenei, comme président. C'est-à-dire, ils ont voulu la continuation. Et le régime est partout, Daniel. Il est dans la police, il est dans la police secrète, il est dans le militaire, il est surtout chez les gardes de la Révolution. Le changement de régime doit être fait par dedans. C'est le peuple iranien qui doit changer de régime. Or, vous voyez, le peuple iranien ne peut pas descendre dans la rue maintenant, pendant ces bombardements. Et même Trump l'a avisé de ne pas descendre dans la rue. Il est extrêmement difficile. Changement de régime, vous savez, on a essayé de faire ça, nous, au Liban, il y a 40 ans. Des autres pays, les États-Unis ont essayé de le faire en Irak, en Afghanistan. Je crois qu'il faut avoir d'autres objectifs pour cette guerre. À mon avis, l'objectif principal de cette guerre est de détruire aussi complètement que nous pouvons la machine de guerre iranienne d'une façon telle qu'elle ne puisse pas la reconstruire. Mais Avi, c'est pas une redéfinition par rapport aux objectifs qui ont été fixés, annoncés depuis le début par Benyamin Netanyahou? Non, Benyamin Netanyahou n'a jamais dit qu'il allait que le but de cette opération était le changement de régime. Il a été très prudent sur ça. Si vous examinez ce que Benyamin Netanyahou a dit, qu'il faudrait peut-être arriver en fin de compte à un changement de régime, mais c'est pas nous qui le ferions. C'est les Iraniens, à cause des conditions dont nous avons posé la base. Et là, je crois que Benyamin Netanyahou était très clair sur cela et très, je dirais, positif sur le fait que c'est possible, mais que ce n'est pas forcément ça le but de l'opération. Et si vous examinez ce qu'il dit, il parle beaucoup plus de l'aspect militaire que de l'aspect civil. Donc, je crois, Daniel, et je le répète, je ne crois pas qu'on peut faire changer un régime par des bombardements aériens. Je ne crois pas. Et vous voyez très bien que vous savez, Daniel, les Iraniens auraient pu remplacer Ali Khamenei par un cléric, je dis bien un cléric beaucoup plus modéré. Oui, plus pondéré, plus ouvert aux négociations avec les États-Unis, plus ouvert à la possibilité de laisser Israël tranquille. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont nommé quelqu'un de pire encore que le père. Et pourquoi de pire? Parce que Mujtaba Khamenei, lui, voudra venger la mort de son père, de sa mère, de sa femme, de son fils, d'une grande partie de sa famille. Les Iraniens auraient pu changer de cap. Le régime ne l'a pas fait. Et il va y avoir une fois un changement de régime en Iran. Et j'espère que cela sera un des résultats de cette guerre. Mais c'est pas pour demain matin, Daniel. C'est pas pour demain matin. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'en attendant, les Iraniens n'aient pas la capacité de nous attaquer.
d'aucune manière, ni de missiles, ni de drones, ni d'aucune manière. Et ce qu'il faut faire, c'est détruire jusqu'à la cendre l'appareil militaire iranien. Ça veut dire l'appareil lui-même, ça veut dire l'industrie qui le construit. Évidemment, si le danger nucléaire n'est pas encore écarté à 100%, travailler sur cela au-dessus. Vous savez qu'il reste aussi 450 kg d'uranium enrichi. Il faut essayer de les trouver, de les déplacer. Il reste encore beaucoup de choses militairement à faire, mais il faut le faire sans de fausses idées que par des moyens militaires, on peut changer un régime. Le changement de régime viendra de la population qui se soulèvera contre un régime affaibli. C'est ça. Ouais. Ce qui sortira, c'est une Iran affaiblie, militairement, politiquement, économiquement, socialement, tout ça. Ça viendra après. Le but immédiat de la guerre, ce n'est pas de faire tomber le régime. Eh bien, on va rester sur cette appréciation qui est, on va dire, moins optimiste, moins positive que celle que l'on pensait peut-être à l'origine ou que beaucoup d'Israéliens espéraient au départ, c'est-à-dire de voir le régime commencer à s'effondrer. Ce n'est pas encore le cas apparemment selon vous, Avi, et il faudra peut-être se contenter d'une neutralisation des menaces qui pèsent sur l'État d'Israël. Merci beaucoup, Avi, d'avoir accepté de répondre. Merci à vous, Daniel. À bientôt, Avi. Bonne journée. À bientôt. Si en Israël, tout le monde comprend la nécessité et les bienfaits de la guerre contre le régime iranien, cette intervention soulève énormément de questions dans le monde, en Europe et même aux États-Unis, sur la légitimité et les objectifs de l'intervention américano-israélienne et sur l'avenir du peuple iranien et sa capacité à finir le travail. Pour en parler, nous sommes avec Mona Jafarian, militante franco-iranienne et fondatrice du collectif Femmes Azadi. Mona, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais, Mona, qu'on sorte un petit peu des sentiers battus et qu'on pose des questions un peu plus piquantes, on va dire, et notamment sur le droit international. Alors, on voit fleurir un peu partout sur les plateaux de télévision certains pour dénoncer l'intervention et une violation du droit international, faisant fi de la légitime défense évidemment et de la détresse du peuple iranien. Peut-on vraiment défendre le peuple iranien en bombardant l'Iran ? C'est la question qui est posée. Et quel est le sentiment sur place ? Si tant est que vous parveniez d'ailleurs à communiquer avec la population qui semble toujours coupée d'Internet. Voilà. Quel est aujourd'hui le sentiment de la population et que répondez-vous à cet argument de la violation du droit international ? Alors pour la première partie de la réponse, je pense que tout le monde doit aussi se rappeler que les 8 et 9 janvier, les Iraniens sont descendus par millions dans les rues et que nous, pendant des années, on a toujours pensé que le jour où on serait des millions dans la rue, eh bien, on arriverait à renverser le régime. Assez naïvement d'ailleurs, et on a constaté que Khamenei était prêt à tuer des dizaines et des dizaines de milliers d'Iraniens en l'espace de 2 jours pour ne surtout pas céder le pouvoir. Et c'est vraiment à ce moment-là que les Iraniens ont compris que sans aide, ce serait absolument impossible de renverser ce régime. D'ailleurs, à tous les naïfs qui pensent qu'une solution diplomatique serait possible pour maintenir le régime en place ou qu'il existerait une autre solution que celle qui est aujourd'hui appliquée, il faut quand même se rappeler qu'on a 2 des armées les plus puissantes au monde et que ça fait maintenant 1 semaine qu'ils pilonnent non-stop toutes les cibles principales du régime et que le régime, pour le moment, tient bon. Donc je ne sais pas comment ces gens-là peuvent espérer que le peuple iranien à main nue puisse renverser la République islamique. Donc oui, les Iraniens ont appelé à l'aide, ils ont même désespérément appelé à l'aide. Moi, personnellement, j'étais en lien avec des milliers d'Iraniens, je recevais des centaines de messages par jour directement depuis l'intérieur du pays pour me dire « s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas, continuez à notre voie, dites-leur de nous aider, dites-leur d'intervenir ». Donc quand les avions sont apparus dans le ciel iranien, ça a été un énorme soulagement de la part de la population. Maintenant, une guerre c'est difficile, une guerre c'est sale, une guerre ça fait des morts, ça fait de la destruction. C'est pas facile à vivre psychologiquement pour le peuple iranien, mais c'est là où on réalise à quel point ce régime est barbare pour qu'un peuple en arrive à vouloir être bombardé pour avoir une chance de se libérer. Maintenant, pour ce qui est du droit international, je constate quand même que c'est souvent des gens qui ont été particulièrement silencieux
quand Khamenei massacrait des dizaines de milliers d'Iraniens qui d'un coup ont retrouvé leur voix pour nous opposer le droit international. Et je leur répondrai ce que je réponds toujours, c'est quand est-ce que le droit international a fait quelque chose pour le peuple iranien pour qu'aujourd'hui on lui oppose ce droit international. Pendant des décennies, les gouvernements occidentaux ont négocié en piétinant le sang du peuple iranien, puisque le peuple iranien n'en est pas à sa première révolte pour tenter de renverser ce régime, et les Occidentaux ont toujours attendu le moment des révoltes pour avoir un régime faible et obtenir de meilleures négociations avec des terroristes. Oui, c'était le cas d'Obama notamment, ouais. C'était le cas sous Obama notamment. Oui, c'était le cas sous Obama et même sous Biden, alors qu'il y a eu le mouvement Femmes, Vie, Liberté et qu'on avait quand même des centaines de milliers de personnes dans les rues. Biden débloqué 10 milliards de dollars par 10 milliards de dollars. La République islamique avait même tué 3 soldats américains sur une base au Proche et au Moyen-Orient. Biden n'a absolument pas réagi à la mort de ces soldats. Donc c'est pour ça que nous, ça nous fait doucement rire aujourd'hui quand on entend les gens opposés à Donald Trump le fait que des soldats américains aient été tués, puisqu'avec Biden, c'était exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de guerre, qu'il était en plus en train de leur verser de l'argent et qu'ils ne se sont pas gênés pour tuer des soldats américains. Et Biden n'a absolument pas réagi. Donc les trahisons des dirigeants occidentaux envers le peuple iranien, on les accumule, nous, depuis des décennies. Donc maintenant qu'on a enfin un président qui décide d'y aller, certes pour ses intérêts, pour la paix dans la région, et certainement pour d'autres raisons qui lui sont propres, eh bien, les Iraniens ne sont pas assez fous pour dire non. Alors, je suppose qu'il y a de la part du peuple iranien de la peur et certainement pas mal de paramètres qui ne sont pas encore totalement remplis. Mais est-ce que le peuple iranien est justement en capacité de descendre dans les rues et d'achever le travail, selon vous ? Alors déjà, la première chose, c'est que pour l'heure, en tout cas, on leur a dit de rester chez eux et de surtout pas descendre dans les rues tant que les opérations militaires n'étaient pas terminées. Parce qu'il ne faut pas oublier que le peuple iranien aujourd'hui est coupé du monde. Ils n'ont pas accès à Internet, donc ils n'ont pas accès aux alertes pour savoir quel quartier va être bombardé. Reza Pahlavi a mis en place une chaîne et une application qui permettent de suivre quand même l'actualité, même sans Internet, grâce à des paraboles qui permettent d'obtenir des chaînes de télévision et une application qui permet d'avoir des nouvelles même sans connexion à Internet. Donc ça leur permet quand même de suivre plus ou moins les zones qui vont être frappées. Maintenant, l'appareil répressif est très durement touché depuis une semaine, mais pas encore assez pour qu'un peuple à main nue puisse sortir dans les rues et renverser le régime. Est-ce que le peuple iranien a peur ? Oui, mais en même temps, le peuple iranien est sorti par millions affronter des kalachnikovs à main nue. Et aujourd'hui, les Iraniens le disent très clairement, il y a désormais un océan de sang entre nous et ce régime, et nous irons jusqu'au bout. Il n'y a aucune marche arrière possible, mais il va falloir aussi que les alliés leur donnent les moyens de pouvoir combattre un tel régime, et je pense que la priorité devrait déjà être de rétablir Internet, et ensuite de faire le nécessaire du point de vue des citoyens, pour ne plus qu'ils aient à sortir les mains vides pour affronter le régime. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs là un peu la proportion d'opposition à ce régime islamique ? C'est très difficile à quantifier puisque c'est pas une démocratie, mais les seules études indépendantes qui avaient été menées estimaient qu'il y avait entre 15 et 20% de personnes qui étaient encore fidèles à un régime islamique, et que sur ces 15%, il y avait 9% uniquement qui soutenaient Ali Khamenei. Donc la base dure du régime aujourd'hui correspond à 9% de la population, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est une infime partie, mais qui représente aussi énormément de personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quasiment 90 millions en Iran. Mais de l'autre côté, c'est aussi une bonne nouvelle de savoir qu'on a quand même la grande majorité du peuple qui est très opposé. Et surtout, on a vu des scènes absolument inédites dans les rues en Iran, puisque pour la première fois, on a vu des femmes en tchador défiler et crier « mort à Khamenei », ce qui était quand même une première. On a vu des familles religieuses enterrer leurs enfants et refuser le Coran ou des prières islamiques et adopter des enterrements iraniens. Donc nous, on le dit, on est en train d'assister à une véritable renaissance de l'Iran pré-islamique, et c'est une véritable révolution culturelle aussi qui a lieu au sein de la société. J'aurais une question, je ne sais pas si vous avez vu ces interviews. On a l'humoriste Keyron et sa maman qui font eux aussi un peu le tour des plateaux en ce moment pour dénoncer cette intervention. Alors, bon, selon le point de vue israélien, il est évident que c'est complètement absurde, mais selon votre point de vue et la majorité, on va dire, des opposants au régime,
est-ce que cette critique, on va dire, de l'aspect intéressé de l'intervention américaine et israélienne, hein, chacun pour des intérêts, je pense, un peu différents, mais en tout cas, il y a évidemment un intérêt qui n'est pas forcément celui du peuple iranien en priorité dans leur échelle de valeurs. Est-ce que le fait que donc il y ait des intérêts autres que celui du peuple iranien est pour vous une critique légitime ? Non, parce que je ne connais pas de gouvernement qui envoie ses soldats combattre dans un autre pays sans avoir d'intérêt sur place. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous, on est sûr d'une chose, c'est que Israël mène une guerre existentielle, puisque contrairement aux absurdités qu'on entend ici en Occident, en tant qu'Iranien, on sait bien que quand le régime scande « mort à Israël », c'est pas juste un slogan, c'est une véritable idéologie. D'ailleurs, ils pensent que leur imam Mahdi reviendra le jour où ils auront réussi à anéantir Israël. Donc c'est pour dire à quel point pour eux c'est un objectif concret. Donc non, pour nous, on n'a aucun problème avec le fait que chacun avance avec ses intérêts. Maintenant, est-ce qu'on fait autant confiance aux États-Unis? Peut-être moins, parce qu'on sait que Donald Trump peut être imprévisible. On ne sait pas encore véritablement ce pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il cherche. Mais d'un point de vue iranien envers les Israéliens, on sait que Israël n'a pas d'autre choix que de vouloir la fin de ce régime pour espérer un jour vivre en paix au Proche et au Moyen-Orient. Et d'autant plus que les Iraniens et les Israéliens, et de manière générale les Juifs à travers le monde, ont montré énormément de solidarité les uns envers les autres depuis maintenant quasiment 3 ans. Et cette solidarité-là, elle continue malgré la guerre. Et donc ça crée quand même une situation assez cocasse où 2 peuples amis se retrouvent à recevoir des bombes chacun d'un côté et de l'autre pour tenter de se libérer du même régime islamique. Maintenant, concernant des gens comme Kairon, vous savez, nous, ça nous fait un peu doucement rire parce que c'est des gens qui ne sont pas des activistes, qui ne sont pas sur le terrain. D'ailleurs, il le dit très bien lui-même, j'y connais rien à l'Iran et je m'en fiche un peu. Pour reprendre ses mots, il disait, j'ai fait un test ADN, j'ai 6% seulement de sang italien et le reste iranien. Bah, écoutez, moi, je préfère m'accrocher à mes 6% de sang italien. Donc, quand on a ce genre de déclaration, nous, on aimerait bien, en tant que militants qui passons nos jours et nos nuits sur le terrain depuis quasiment 4 ans, que ce genre de personnes s'abstiennent d'aller à la télévision raconter n'importe quoi et surtout s'en servir peut-être pour faire leur promo plus que pour porter la voix du peuple iranien. Je voudrais terminer sur une dernière question, notamment sur l'après-régime et sur Trump, qui évoque beaucoup cet après-régime et qui semble sélectionner les candidats potentiels, mettant des bonnes et mauvaises notes, disqualifiant d'ailleurs d'ores et déjà Reza Pahlavi. Est-ce que l'avenir de l'Iran risque d'être décidé à Washington plutôt qu'à Téhéran ? Alors moi je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes éliminer Reza Pahlavi parce qu'on connaît très bien Trump et on sait que c'est un grand joueur de poker et que personne n'est capable de lire ses cartes. Donc jusqu'aujourd'hui je pense que ça a été très difficile de savoir ce qu'il voulait vraiment faire. Il l'a surpris plus d'une fois. Maintenant ce qui est sûr c'est que le peuple iranien est un peuple patriotique, c'est un peuple souverain et c'est un peuple qui ne se laissera pas faire. C'est pas un peuple qui a sacrifié des dizaines de milliers de vies pour que Donald Trump décide qu'un réformateur ou un pion du régime servira à faire l'affaire pour négocier. Parce que ce qui est sûr, c'est que si jamais un réformateur du régime était mis en place, eh bien les Iraniens redescendront dans la rue. Ils redescendront dans la rue parce que eux, ils ont désigné leur leader, et ils ont choisi de vivre dans une démocratie laïque et pas dans une junte militaire islamique. Donc ils redescendront dans la rue et tout le sang qui sera versé à partir de là sera sur les mains de Donald Trump qui n'a pas respecté la souveraineté de ce peuple. Mais je sais aussi d'un autre côté que s'il y a bien un pays qui connaît parfaitement la société iranienne, peut-être même mieux que certains Iraniens, c'est les Israéliens, et qu'ils savent bien que pour avoir justement cet objectif de paix au Proche et au Moyen-Orient, ça ne va pas pouvoir se jouer avec un pion ou un homme de paille de ce régime, puisque l'idéologie sera toujours là. Il n'y a pas de modéré ou de ligne dure. C'est la même idéologie. Vous voyez bien, Pezeshkian, que les Occidentaux nous présentaient comme un modéré, se retrouve à être à la tête du régime qui a massacré le plus d'Iraniens en 50 ans. Donc, moi, j'ai confiance dans mon peuple et je sais qu'on ne se laissera pas faire si quelqu'un nous imposait quoi que ce soit. Allez, très rapidement, certains parlent d'un risque d'éclatement de l'Iran. Est-ce que vous y croyez ? Entre ces minorités?
Alors, le problème, c'est que les gens ont une lecture ethnique de l'Iran comme si on parlait de l'Irak ou de la Syrie. Faut pas oublier que l'Irak et la Syrie, même si c'était des anciennes civilisations, il fut un temps, c'est des pays qui ont été créés par les Occidentaux. C'est des pays très récents. Pour l'un d'eux, 1936. Quand on parle de l'Iran, on parle d'un pays qui a des milliers d'années et où toutes ces, j'aime même pas dire ethnie parce qu'on est tous iraniens, vivent ensemble depuis des milliers d'années, partagent la même culture depuis des milliers d'années, partagent les mêmes valeurs, les mêmes célébrations, la même terre. Les séparatistes, ça représente une poignée absolument marginale de personnes et on l'a pu le voir dans les manifestations que les gens criaient du Kurdistan au Baloutchistan, je donne ma vie pour l'Iran, des gens à Téhéran qui scandaient Kurdistan, Kurdistan, vous êtes la prunelle des yeux et la lumière de l'Iran. Donc on a cette unité nationale. Maintenant, on pourrait créer le chaos s'il y avait des erreurs stratégiques particulièrement graves qui étaient commises par les Américains ou les Israéliens, d'avoir le malheur d'armer ces séparatistes et de leur donner les moyens de rentrer sur le territoire iranien pour combattre non pas que le régime, mais aussi le peuple iranien qui va s'opposer à ces groupes séparatistes minoritaires. Et là, on pourrait avoir des situations de chaos. Donc là, je pense que c'est aussi des choix stratégiques que vont devoir faire les Israéliens et les Américains. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour le peuple iranien, dans son intégralité, la ligne rouge, c'est notre intégrité territoriale. Et là-dessus, on ne reculera pas. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Mona. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre voix, pour les valeurs que vous portez depuis maintenant plusieurs années. Et on espère tous ensemble la prochaine interview, on va dire, avec le sourire. Merci beaucoup Mona. À très vite. Merci à vous. Au revoir.